Bon, alors j'ai le plaisir maintenant de vous présenter ma collègue et amie d'ailleurs, Véronique Dehan, qui est géodésienne, on peut dire, géodésienne, planétologue à l'Observatoire royal de Belgique. Actuellement, elle est responsable du département qui s'appelle Temps, rotation de la Terre et géodésie spatiale. Alors Véronique, c'est une spécialiste de la rotation de la Terre et des planètes. Elle va d'ailleurs nous en parler aujourd'hui. Et elle a aussi étudié, notamment durant sa thèse, la physique très complexe de l'intérieur de la Terre et ses conséquences sur la rotation de la Terre. Voilà. Et depuis qu'elle a soutenu sa thèse, elle a beaucoup travaillé sur la rotation de la Terre dans l'espace, mais aussi sur la rotation de la Terre sur elle-même, que j'ai très brièvement évoquée à l'instant. Et aujourd'hui, elle est impliquée aussi dans de nombreuses missions spatiales vers Mars, Mercure, Vénus, peut-être, non? Tu as été, oui. Soit qui... pas sur Vénus, hein. J'ai déjà mal de mer en avion, donc... Voilà, elle a été, elle sera principal investigateur pour certains objectifs scientifiques de différentes missions, notamment autour de Mars. Elle a été impliquée dans la mission Mars Express, mission européenne Mars Express, et puis dans des missions américaines aussi sur Mars, notamment les missions qui ont envoyé les rovers martiens. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser des instruments qui sont soit placés à la surface de Mars, c'est ça, par ses missions pour étudier la rotation de Mars. Mais comme je l'ai dit, elle étudie aussi la rotation de Mercure et la rotation de Vénus. Alors Véronique est une scientifique de très grande renommée internationale. Elle a énormément de publications, 300 publications. Elle a de très importantes relations avec la communauté scientifique française, parce que d'abord, elle collabore via des programmes autour de, justement, sur Mars notamment, avec des équipes de l'Observatoire de Paris, de l'Université de Nantes, de l'Institut de physique du globe de Paris, d'équipes aussi à Toulouse. Ça, c'est au plan de la recherche, mais elle est aussi membre du Bureau de la longitude et elle participe depuis plusieurs années au comité des programmes scientifiques du CNES, donc qui donne son avis sur l'opportunité de faire ou pas, développer ou pas développer des missions autour de la Terre ou de planètes. Voilà, Véronique a reçu de très nombreuses médailles et prix. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais je voudrais juste dire qu'elle est membre de l'Académie royale de Belgique et que, comme en France, en fait, il existe, et ça je l'ai découvert en parlant avec elle tout à l'heure, un collège qui ne s'appelle pas le Collège de Belgique, mais qui s'appelle le Collège Belgique, qui fonctionne un peu comme le Collège de France, mais qui, contrairement au Collège de France, lui, en Belgique, est associé étroitement avec l'Académie des sciences. Et Véronique qui contribue de manière extrêmement active en y donnant des cours très régulièrement depuis plusieurs années. Alors j'ai sûrement oublié plein de choses, mais vous allez l'écouter et vous verrez. Et oui, je voudrais juste dire que pour finir, que j'ai appris aussi tout à l'heure qu'elle a écrit récemment un livre au grand public qui s'appelle « Habiter sur Mars », qui est en français, qui est disponible sur le site de l'Académie des sciences de Belgique, et que je lirai avec plaisir. Voilà. Donc je lui laisse la place, et puis je suis désolée pour le retard. Pas de souci. Oui. Bonjour à tous, je suis très honorée d'avoir été invitée ici au Collège de France et j'espère répondre à vos attentes et à vos questions concernant la rotation de la Terre et des planètes, même des lunes aussi. Alors, la rotation de la Terre sur elle-même, elle s'effectue en 24 heures. Ça, tout le monde le sait, on regarde ses montres, on voit le soleil qui passe, les étoiles qui passent, 24 heures. Dans la pratique, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous regardez bien la rotation de la Terre, maintenant, l'animation vous montre que par moment, la Terre est accélérée,
par d'autres moments, elle est freinée. D'autre part, son orientation dans l'espace change par rapport aux étoiles. De plus, si vous regardez bien les continents par rapport à l'axe de rotation, les continents par rapport à l'axe de rotation changent. On a ce qu'on appelle un mouvement du pôle. Donc, dans son ensemble, la Terre tourne effectivement en 24 heures sur elle-même, mais dans la pratique, c'est quelque chose de bien plus complexe, avec un ensemble de phénomènes qui entrent en jeu, qui sont des phénomènes liés à la géodynamique, à la dynamique de l'intérieur et de l'atmosphère de la Terre, et qui sont un peu les mêmes phénomènes dont Annie vous a parlé pour la déformation de la Terre. C'est évidemment les mêmes qui rentrent en jeu. Cette image-ci, vous l'avez déjà vue dans l'exposé d'Annie Cazenave. Cette image représente la rotation de la Terre sur de longues échelles de temps. On retrouve ici 24 heures de rotation de la Terre en 365 jours, c'est l'heure actuelle, c'est le présent. Dans le passé, on va jusqu'à 22 heures par jour et 400 jours par an, donc la Terre tournait beaucoup plus vite. Qui est la coupable ? Bien, la coupable, c'est la Lune. Annie vous en a parlé. Et la Lune, en fait, exerce une force d'attraction qui déforme la Terre. Et la Terre emmène le bourrelet de déformation avec elle dans sa rotation. Et la Lune le rappelle tout le temps. Et en rappelant ce bourrelet, elle freine la rotation de la Terre sur elle-même, comme Annie vous l'a expliqué. Alors, ça, c'est sur le long terme. Mais la rotation de la Terre change également sur le plus court terme et même le moyen terme. Maintenant, on va regarder dans le moyen terme sur des échelles de temps un petit peu plus courtes que ces millions d'années. On va regarder dans une échelle décennale. Les variations décennales, si on les représente, on voit que sur quelque chose comme une centaine d'années, on a de larges variations qui vont de quelques millisecondes, comme l'indique cette diapositive. Donc ici, on a sur 20 ans, par exemple, on a quelques millisecondes. Qui est le coupable ? Eh bien, le coupable, c'est le noyau. C'est le noyau de la Terre qui effectue un freinage ou une accélération de la rotation de la Terre. Et cet effet est lié au fait qu'on a une interface entre le noyau et le manteau à l'intérieur de la Terre et qu'il existe un couplage de cette interface donc entre le noyau et le manteau. Donc tout ce qui se passe dans le noyau est transmis au manteau via ce couplage et en particulier on a de temps en temps une accélération, de temps en temps un freinage de la rotation de la Terre sur elle-même. Ici d'ailleurs on a représenté, c'est une diapositive qui est très très ancienne mais elle est historique on va dire, on a représenté deux paramètres, les variations de la rotation de la Terre sur elle-même de manière décennale avec un paramètre du mouvement du pôle, un paramètre du noyau et du champ magnétique de la Terre. Et ce paramètre, c'est la déclinaison du champ magnétique. Et comme on le sait, le champ magnétique a son origine dans le noyau liquide constitué de fer de notre Terre. Et dès lors, une corrélation n'est pas une démonstration, mais on a compris que le noyau engendrait des variations de la rotation de la Terre sur elle-même, en particulier via des ondes, des mouvements à l'intérieur du noyau qu'on a identifiés d'une part dans le champ magnétique et d'autre part dans la rotation de la Terre. On a des couplages au niveau de cette interface entre le noyau et le manteau qui sont d'origine liées à la topographie de cette interface, liées à la gravitation, liées à la viscosité ou encore liées à l'électromagnétisme et aux forces électromagnétiques qui entrent en jeu dans cette interface. Alors, le couplage topographique, c'est le plus facile à comprendre. En fait, comme le noyau est liquide et que le manteau est viscoélastique, le liquide vient frapper sur la topographie de l'interface entre le noyau et le manteau et vient pousser de temps en temps plus fort d'un côté que de l'autre et donc entraîner le manteau dans une rotation particulière, un freinage ou une accélération. Ces bosses et ces fosses ont été identifiées par les séismologues. On sait qu'en dessous de nos pieds, à l'interface entre le noyau et le manteau, il y a des bosses et des fosses, exactement comme en surface, on a des montagnes et des vallées, et c'est aussi de l'ordre de quelques kilomètres, de 3, 4, 5 kilomètres.
Donc on a des bosses et des fosses, et le noyau liquide vient pousser sur ces bosses et entraîner des variations de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc ici, on a regardé sur des échelles de temps décennales. Après avoir regardé sur des très longues échelles de temps, ici des échelles de temps décennales, on va maintenant zoomer sur la dernière partie, sur cette partie-ci, donc proche de notre présent. Quand on regarde sur de courtes échelles de temps, que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'on a des variations également, et on repère déjà ici des variations qui sont de type saisonnière, donc annuelles. On voit ici, on a 10 ans, on voit à peu près 10 oscillations, des variations annuelles saisonnières. Évidemment, ça nous fait penser à, puisque on parle de saison, ça nous fait penser évidemment à l'atmosphère et au climat. Et en effet, qui est la coupable de ces variations de la rotation de la Terre sur elle-même? C'est l'atmosphère cette fois. Ici, pour vous en convaincre, on a représenté les variations de la longueur du jour en bleu, observées en rouge ici, et les variations de la longueur du jour calculées au départ d'un modèle d'atmosphère en bleu. Et vous voyez que les courbes correspondent grosso modo. Donc on a vraiment des variations de la rotation de la Terre qui sont liées à l'atmosphère. Voilà, ici on a un zoom, évidemment, sur cet effet. Ça ne colle pas tout à fait, parce que l'atmosphère n'est pas entièrement responsable, mais c'est quand même elle qui est responsable d'une grosse partie des variations de la rotation de la Terre. Alors à quoi c'est dû? On a de nouveau, exactement comme à l'interface entre le noyau et le manteau, on a de nouveau un ensemble de couples de forces qui agissent et changent la rotation de la Terre. Le premier est un couple de forces lié à la friction du vent sur la surface. Le deuxième, c'est celui lié à la topographie. Quand l'atmosphère et les vents viennent pousser plus fort d'un côté que de l'autre d'une montagne, on change la rotation de la Terre, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Il y a également des forces gravitationnelles entre les masses à l'intérieur de la Terre et les masses dans l'atmosphère. Et ce couplage change également la rotation de la Terre sur elle-même. On a un transfert de moment angulaire entre l'atmosphère et la Terre, exactement comme on l'avait tout à l'heure avec le film de Fantasia entre le crocodile et l'hippopotame. Si maintenant on enlève des variations de la rotation de la Terre à un modèle lié à l'atmosphère, voilà ce qui reste. Donc ici, ce sont des variations de la rotation de la Terre qui ne sont pas expliquées par l'atmosphère. Quand on regarde bien ça, eh bien on voit qu'on a des phénomènes qui sont en phase avec certains événements dans l'océan. Les événements, la Nina, El Niño, qui sont des grands mouvements de masse dans l'océan. Donc il reste encore des anomalies qu'on peut expliquer par l'océan. Et donc l'océan est aussi un des responsables de la variation de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc on a un ensemble extrêmement complexe qui fait intervenir l'atmosphère, l'océan et les frictions de l'atmosphère sur l'océan, les effets de gravitation entre l'atmosphère, l'océan, la Terre solide. Et tout cet ensemble de phénomènes agit pour faire varier la rotation de la Terre sur elle-même. Ça, c'est la composante de la variation de la rotation de la Terre sur elle-même. C'est ce qui change notre durée du jour. Au lieu de tourner en 24 heures, on tourne avec quelques millisecondes en moins. Mais il y a autre chose que je vous ai montré au tout début de l'exposé, ce sont des variations liées à l'axe de rotation lui-même. L'axe de rotation lui-même change dans l'espace et change aussi dans la Terre elle-même. C'est ce qu'on appelle le mouvement du pôle. Si je me mets sur le pôle et que je regarde où est l'axe de rotation, je vais le voir tourner autour de moi, c'est très fictif ici, dans un carré d'environ 20 mètres de côté. Ici, évidemment, on a bien exagéré. Mais donc, si je me mets au pôle et que je regarde où est l'axe instantané de rotation, donc l'axe autour duquel la Terre tourne, eh bien, cet axe fait un mouvement qu'on appelle le mouvement du pôle et que Annie vous a montré tout à l'heure, qui est représenté ici, donc dans un carré de 20 mètres de côté. Il y a actuellement sur le site de l'Observatoire de Paris la possibilité d'aller voir en permanence la position du pôle. Donc en tout moment, vous rentrez l'heure, l'époque, et il vous donne
la position du pôle et vous pouvez faire dessiner le pôle et même voir les variations de la rotation de la Terre sur elle-même. C'est extrêmement intéressant. Là, un zoom sur les dernières années où on voit que le pôle, finalement, donc il varie. Si je reviens à la diapositive précédente, il est une combinaison entre deux mouvements, un mouvement saisonnier annuel et un mouvement d'environ 435 jours qu'on appelle le mouvement chandlérien et qui est lié à un mode de vibration de la Terre sur elle-même et lié à l'aplatissement de la Terre. Et donc ce mode de vibration entre en résonance avec des effets atmosphériques et on a un effet qui de temps en temps vient contrebalancer l'effet saisonnier et de temps en temps vient l'augmenter de sorte qu'on tourne dans un carré d'environ 20 mètres, 15 à 20 mètres de côté. Ça, c'est pour le mouvement du pôle. Maintenant, si on veut regarder la Terre dans sa rotation vue de l'espace, bien, voilà ce qu'on obtient. Voilà. J'ai craint que mon film ne marche pas. Donc, si je regarde l'axe de rotation et la Terre vue de l'espace, je vois qu'elle fait des petites variations comme ceci, et même des larges variations dans l'espace sur le long terme. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de précession et de nutation. Si je regarde par rapport aux étoiles, je vais voir par rapport aux étoiles, maintenant je ne suis plus au pôle, mais je suis par rapport aux étoiles, je vais voir l'axe de rotation de la Terre tourner par rapport aux étoiles et faire un mouvement comme ceci dans l'espace, dans un carré d'environ 600 mètres de côté. Et les variations de la précession sont extrêmement importantes. Il y a quelques dizaines d'années, on pouvait faire un modèle très simple lié aux forces qui entrent en jeu et lié à l'intérieur de la Terre. On calculait un modèle et puis on comparait aux observations. Et puis, une fois qu'on a comparé aux observations, on voit que le modèle n'est pas encore très satisfaisant. Donc on revient à la théorie, on essaye de comprendre quels sont les phénomènes qui entrent en jeu pour expliquer ce qu'on observe. Et c'est toujours comme ça qu'on procède. On compare modèle et observation et on essaye d'expliquer ce qu'on observe par la théorie et de comprendre évidemment la physique de l'intérieur de la Terre. Alors quel est le phénomène qui entre en jeu? Le phénomène de précession et nutation. Donc on a la Lune et le Soleil qui exercent une force gravitationnelle dans ce sens-ci. Là, en vert. Évidemment, la Terre ne tombe pas sur le Soleil, donc on a une résultante nulle au centre, mais la résultante jaune à gauche est beaucoup plus importante vers le haut et à droite plus importante vers le bas. Et on a un effet de couplage qui tend à faire basculer, je reviens peut-être en arrière, basculer l'équateur vers l'écliptique qui est le plan qui contient la Terre et le Soleil. Donc on a un couplage qui tend à faire basculer l'équateur vers l'écliptique. Alors, vous connaissez la toupie. Bien, la toupie, c'est exactement la même chose qui va se passer pour la Terre. Donc la toupie, si elle est en rotation et qu'on exerce un couplage, ici la pesanteur essaye de la faire tomber et la table la tient à ce point-là. D'accord ? Donc on a un effet de couplage qui tend, si la toupie ne tombe pas, je la dépose comme ça, elle tombe sur la table. Donc ça tend à faire basculer l'axe de rotation de la toupie. Mais la Terre tourne, mais la toupie tourne, et donc elle fait un mouvement dans l'espace qu'on appelle le mouvement de précession dans l'espace. Bien sûr, pour la Terre, ça se fait autour de la perpendiculaire à l'écliptique, le plan entre la Terre et le Soleil. Donc ici, j'ai la perpendiculaire en bleu, et l'axe de rotation de la Terre qui est en rouge fait ce large mouvement de précession dans l'espace en 26 000 ans. C'est ce qui fait que notre étoile polaire, qui à l'heure actuelle, si je regarde dans le ciel, la direction du pôle de rotation, c'est bien notre étoile polaire, mais dans le passé, ce n'était pas toujours le cas. Donc, pour l'instant, on a la chance d'avoir l'étoile polaire pile au-dessus de l'axe de rotation. Mais ce n'est pas un phénomène qui est très intéressant pour étudier l'intérieur de la Terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ce couplage constant, on a des variations
de cet axe de rotation dans l'espace des variations qui sont appelées les nutations, qui sont périodiques. Et elles sont dues au fait que, évidemment, la Terre, par rapport au Soleil, sa distance change en fonction du temps, hein, et donc on a des variations qui sont périodiques, avec des périodes qui sont les périodes orbitales de la Terre autour du Soleil, ou bien de la Lune autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle les nutations. Donc ce sont des petites variations de l'orientation de la Terre dans l'espace, et qui sont quand même assez importantes. Donc voilà, on a une représentation ici des nutations dans le sens des variations de l'obliquité, et on a également la même chose dans le sens des variations qu'on dit en longitude, donc le long de la précession. Et si on combine les deux, on a des variations comme ceci dans l'espace, dont la plus large période est 18 ans 6, qui est la nutation de Bradley, qui a donc 18 ans 6, qui est la période du nœud de la Lune. Et donc, on retrouve évidemment l'ensemble des périodes orbitales. Ces variations de la rotation de la Terre dans l'espace, elles sont observées. Et elles sont observées par d'énormes engins qui sont des radiotélescopes. Et on fait ce qu'on appelle du Very Long Baseline Interferometry. Annie vous en a parlé aussi, donc VLBI, au départ de ces antennes. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe des quasars. Et les quasars sont des objets tellement éloignés dans le ciel qu'on n'a pas pu mettre de mouvement propre en évidence, ou quasi pas. Donc ce sont vraiment des phares dans le ciel qui sont des points fixes dans l'espace. Et en observant ces quasars, évidemment, on obtient de l'information sur l'orientation de la Terre dans l'espace et la rotation de la Terre sur elle-même. Comment ça se passe? Évidemment, les quasars, ils émettent dans toutes les longueurs d'onde, y compris le visible et y compris les ondes radio. Et c'est ça qu'on va mesurer avec ces grands télescopes. Donc on va utiliser les ondes radio avec ces grands télescopes et on va mesurer des délais d'arrivée de ces ondes radio. Alors voilà comment ça se passe. Donc j'ai à droite ici un quasar et à gauche la Terre avec les radiotélescopes. Donc ils émettent dans toutes les longueurs d'onde, y compris les ondes radio. Okay. Ces ondes arrivent sur Terre. L'onde rouge, par exemple, elle arrive en premier lieu à cette station-ci, en deuxième lieu à cette station-là. Et donc, on arrive avec, par exemple, une onde bleue ici, d'abord ici, et puis ici. Et on va mesurer le temps d'arrivée à ces différentes stations. Et on mesure le délai de temps entre les temps d'arrivée entre cette station-là et cette station-là. Puisqu'on a la distance ici, c'est une onde radio, donc elle parcourt des distances à la vitesse de la lumière. Donc, en mesurant le temps, on peut avoir une mesure de distance. Et finalement, on utilise un grand nombre de stations à la surface du sol, un grand nombre de quasars, et on observe les variations de l'orientation de la Terre dans l'espace et les variations de la rotation de la Terre sur elle-même. Voilà l'ensemble des stations et voilà encore une image de ces stations comme on peut les voir sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ces nutations qui sont observées, on peut aussi les calculer. Comment est-ce qu'on les calcule? Eh bien, on prend un modèle de l'intérieur de la Terre qui contient une graine solide, un noyau liquide constitué de fer et qui est à l'origine du champ magnétique, un manteau viscoélastique, une croûte, et tout ça, on va utiliser en travaillant avec les forces qui sont les forces extérieures de la Lune et du Soleil, et on calcule la réponse de la Terre à ces forces, et on obtient les nutations. Et à ce moment-là, il faut évidemment prendre en compte encore les effets de l'atmosphère et éventuellement de l'océan et corriger de ces effets. Tout ça, ça rentre en jeu. Et une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à observer et à comparer aux observations. La comparaison va nous donner évidemment alors des informations sur le modèle qu'on a utilisé, et en particulier sur l'intérieur de la Terre, qui est ce qui m'intéresse au premier chef. Vous connaissez cette expérience, vous prenez un œuf cuit et un œuf non cuit et vous les faites tourner, ils tournent de manière différente. Eh bien, c'est exactement ça pour la rotation de la Terre. On regarde
comment la Terre tourne, comment son orientation change dans l'espace, et on a de l'information sur l'intérieur profond de la Terre. Donc là, j'espère que avec cette image, vous avez bien compris que mon objectif n'était pas simplement d'observer la rotation de la Terre, mais d'essayer de comprendre la physique de l'intérieur profond de la Terre. Donc la Terre, elle contient une graine, elle est ellipsoïdale. Déjà, Annie vous en reparlera le cours prochain, donc elle est aplatie à cause de sa rotation. Elle contient une graine solide, il faut prendre ça en considération. Les séismologues nous donnent les dimensions, tout ça, hein. Un noyau liquide, un manteau viscoélastique, hein, même très inélastique, et aussi des modes de vibration. Hein, si vous prenez une corde de guitare et que vous la pincez, elle se met à résonner à certaines fréquences, étant donné sa forme et sa structure. La Terre, c'est la même chose. Elle va résonner, elle va vibrer à certaines fréquences, étant donné sa forme et sa structure. Et en particulier, la nutation libre du noyau, c'est un mode de vibration de la Terre, est lié va influencer les variations de la rotation de la Terre sur elle-même. Et comme il fait intervenir, ce mode propre fait intervenir le noyau et le manteau, et l'interface entre le noyau et le manteau, on a des informations sur cette interface, ce qui est très intéressant. On obtient des informations sur l'interface graine-noyau, noyau-manteau, des observations auxquelles on n'a pas du tout accès depuis la surface, donc simplement en observant la rotation de la Terre sur elle-même. Bien sûr, il faut connaître les forces qui entrent en jeu, mais ça, on les connaît assez bien. On peut très bien calculer les forces qui entrent en jeu sur la Terre et qui sont liées au Soleil, à la Lune, mais aussi aux autres planètes du système solaire, et qui agissent sur la Terre. Et puis, il faut modéliser. Alors, cette dia-là, je l'appelle la diabolique, hein, parce que, en fait, vous aviez l'impression que la Terre était quelque chose de simple, avec une graine, un noyau et un manteau, mais dans la réalité, c'est assez compliqué. On a des bosses et des fosses au niveau de l'interface, on a un champ magnétique qui interagit au niveau de l'interface avec un couplage électromagnétique au niveau de l'interface, on a le rebond post-glaciaire dont Annie a parlé, on a des effets de l'océan, des effets de l'atmosphère, des effets liés aux volcans, liés aux plaques tectoniques. Tous les phénomènes dont Annie a parlé et qui induisent des déformations de la Terre induisent aussi des variations de la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, ce qu'on fait, c'est on a un modèle de nutation basé sur ce qu'on connaît de l'intérieur de la Terre, de la mécanique céleste et des forces qui entrent en jeu, de l'atmosphère et de l'océan, et de tout ce qui interagit, l'hydrologie, etc. On utilise tout ça, hein, et même on peut baser ces informations sur non seulement des modèles, mais aussi d'autres observations, hein, des observations de l'atmosphère, des observations de l'océan, des observations des séismologues, tout ça, et même en plus des expériences en laboratoire, tout ça on utilise pour obtenir des informations sur le modèle de nutation et des prédictions qu'on va comparer aux observations. Et les résidus, eh bien, de nouveau, on va les utiliser pour aller recorriger notre modèle et aller comprendre, mieux comprendre les phénomènes de la physique de l'intérieur et de l'extérieur de la Terre, afin de voir le système Terre en un seul morceau et de bien comprendre ce qui se passe. Donc ça résume la partie de la Terre qui est liée à cet exposé. Je vais passer aux planètes maintenant. Et pour résumer, je dirais simplement que la rotation de la Terre est fortement liée à la géophysique et non seulement à la géophysique interne, mais aussi à la géophysique liée à l'atmosphère et à l'océan, et que ça nous permet, et que l'observation nous permet de mieux comprendre la physique de l'intérieur de la Terre. Mais si je regarde l'évolution d'une planète, la Terre, on la connaît finalement relativement bien. On sait, grâce aux séismologues, qu'on a une graine solide, un noyau élastique, etc. Dans les autres planètes,
on n'a pas beaucoup d'informations, on a simplement des observations visuelles au départ des astronomes et des sondes spatiales qui tournent autour de ces planètes. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les observations de la géodésie spatiale peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur des planètes. En particulier, à l'intérieur des planètes, on ne sait même pas où on est dans l'évolution. Sur Terre, on sait qu'on a une graine solide, un noyau liquide, un manteau viscoélastique, une croûte, etc. Par exemple, sur Mars, on ne sait pas trop où on est. On pourrait être dans un état où on a un noyau complètement liquide ou complètement solide ou avec une graine solide. Donc, toute cette information, c'est intéressant à savoir. Pourquoi ? Parce que ça nous donne des informations sur l'évolution temporelle de ces planètes et donc l'évolution globale du système solaire et en particulier de la Terre. Alors, il y a une planète qui est très semblable à la Terre. Pourquoi est-elle semblable ? Parce qu'elle tourne avec une vitesse de rotation très proche de celle de la rotation de la Terre. C'est la planète Mars. En effet, Mars est beaucoup plus éloignée du Soleil, donc elle tourne autour de la Terre, du Soleil en 687 jours, à peu près 2 ans Terre, alors que la Terre tourne en 1 an autour du Soleil, mais elle tourne sur elle-même en un peu plus de 24 heures. Donc une rotation rapide. Puisque c'est une rotation rapide, c'est un corps qui est aplati. Et en plus, la planète Mars est penchée par rapport à l'écliptique. Donc pour la Terre, on sait qu'on a un angle entre l'équateur et l'écliptique d'environ 23 degrés 27 minutes. Eh bien pour Mars, c'est 25 degrés. Donc elle est aussi penchée. Elle tourne, elle est penchée, on a des forces gravitationnelles, donc on va avoir le même phénomène que sur Terre, la nutation. Alors ça, c'est un phénomène qui est évidemment extrêmement intéressant, puisque lui, il va nous donner des informations sur l'intérieur de la planète Terre, de la planète Mars. Revenons à la Terre, je résume ce qu'on a dit. La Terre, au départ, on avait un équilibre, mais cet équilibre est perturbé parce qu'on a des forces gravitationnelles qui viennent la déformer, une atmosphère et un océan qui viennent la déformer, qui viennent en plus lui faire un mouvement du pôle, qu'on a vu. Vu de l'espace, cette Terre change d'orientation, on a le phénomène de nutation, et en plus, on a les variations de la longueur du jour, de la rotation de la Terre. Maintenant, sur Mars, eh bien, c'est la même chose. Si j'ai une planète en équilibre, j'ai en plus des forces gravitationnelles qui viennent la perturber. Cette fois, je n'ai pas de lune. Enfin, si, j'ai des petites lunes, c'est Phobos et Démos, mais c'est des gros cailloux, donc ce n'est pas une lune comme la nôtre. J'ai une atmosphère. Cette atmosphère est moins dense que sur Terre, mais elle est très efficace pour changer la rotation de Mars. Et j'ai même des calottes glaciaires avec un processus de sublimation et de condensation sur ces calottes polaires qui est identique à celui de la Terre, même plus important que celui sur Terre. Évidemment, la glace qui entre en jeu ici, c'est du CO2, c'est pas de l'eau, mais c'est le CO2 de l'atmosphère qui vient se condenser dans les calottes et changer la rotation de Mars, et on va le voir. Donc tous ces phénomènes, ils font exactement la même chose que sur Terre. Ils induisent des déformations, ils induisent un mouvement du pôle, et vu de l'espace, des variations de la rotation de Mars sur elle-même et des nutations. Donc tous ces phénomènes, on va les retrouver dans cette planète. Et évidemment, on va avoir des informations sur l'intérieur profond. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Il faut observer la rotation de Mars. Comment peut-on faire ça ? On va regarder des points à la surface de Mars et regarder ça par rapport à l'espace. Et on va pouvoir observer la rotation de Mars. Comment fait-on ? On observe avec des sondes spatiales qui sont en orbite autour de Mars, on observe la surface de Mars, ou on observe aussi directement des stations qui seraient, ou des rovers, ou des atterrisseurs en tout cas, qui seraient à la surface de Mars, via une sonde, ou même avec des liens directs entre ce qu'il y a à la surface de Mars et la Terre. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir les variations de la rotation de Mars dans l'espace. Alors,
j'ai fait un peu un court-circuit, je vous ai dit on observe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va travailler avec le même système que le système Doris dont Annie a parlé, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des effets Doppler sur les radiofréquences. Qu'est-ce que l'effet Doppler? L'effet Doppler, quand vous avez une Formule 1 qui passe, ça fait un bruit. Et en écoutant, vous pouvez vous dire, ah ben là elle est là elle est là, etc. Donc vous pouvez, rien qu'avec le bruit, en écoutant l'effet Doppler sur le bruit, vous pouvez positionner la Formule 1 dans l'espace, enfin sur Terre. Ici, c'est la même chose. On a un signal radio et on va avoir un effet Doppler sur le signal radio et c'est ça qu'on va mesurer pour faire du positionnement et obtenir la position et la vitesse de Mars dans l'espace. Donc ici, on a une représentation d'un lien radio entre un lander et un satellite où on a un effet Doppler sur le signal radio qui est mesuré sur le lander ou inversement, on l'émet depuis le lander vers la surface ou depuis le satellite vers la Terre et on combine tout ça pour obtenir les variations de la rotation de Mars dans l'espace. Alors c'est ça que cette animation-ci vous montre. Donc la Terre dans l'espace, on connaît très très bien, je vous l'ai montré avec le VLBI. On a maintenant Mars dont on voudrait connaître la rotation et l'orientation dans l'espace. On a des liens radio entre des atterrisseurs et les satellites, le satellite et la Terre, ou encore entre les atterrisseurs et la Terre. Et donc tous ces liens radio, on les utilise pour reconstituer l'orientation de Mars dans l'espace. Alors avant de vous dévoiler ce qu'on peut obtenir comme information sur la nutation de Mars, revenons un peu sur ce que les sondes spatiales en orbite autour de Mars peuvent nous apprendre sur la structure interne et même sur la rotation. Ici, on a une animation d'un satellite qui est en orbite autour de Mars et en fait, simplement en regardant comment Mars tourne en dessous du satellite, vous avez une information sur la rotation de Mars. Donc on n'a même pas besoin d'aller déposer des petits atterrisseurs à la surface, mais bien sûr, cette simple visualisation ne nous donne pas beaucoup d'informations, ou en tout cas pas des informations très très précises sur la rotation de Mars. Mais quand même, on a pas mal d'informations. Mais oublions pour l'instant, à un moment donné, la rotation de Mars, on va la figer là, normalement, voilà. Et un satellite qui est en orbite autour de Mars, si Mars est homogène, il va faire la courbe ici, qui est la courbe rouge. Si maintenant on a une anomalie de masse ici, eh bien le satellite est dévié. Et je suis sûre que Annie utilise ça également pour vous expliquer tout ce qui se passe au niveau de la Terre et de la surface de la Terre en utilisant des satellites en orbite autour de la Terre. Sur Mars, c'est la même chose. On va regarder les déviations de l'orbite du satellite pour avoir des informations sur la structure de l'intérieur de la Terre. Par exemple, on peut travailler sur les volcans qui sont à la surface de Mars. Et ici, ce sont les traces en noir. On a les traces de Mars Express, la sonde spatiale européenne, qu'on a utilisée pour avoir des informations sur les volcans, et en particulier, est-ce que ces volcans sont actifs ou pas? Est-ce qu'il y a une masse à l'intérieur, en dessous de ces volcans ou pas? Eh bien, on voit des effets. Ici, c'est vraiment un enregistrement réel de Mars Express qui passe au-dessus d'Olympus Mons, qui est un volcan énorme. Hein. Il est très grand, il fait 27 km de haut, il a la grandeur de la France, donc il est vraiment énorme. Mais même à 400 km de hauteur ou même à 300 km de hauteur, on voit des déviations de la sonde spatiale et on peut avoir des informations sur l'intérieur. Donc ici, voilà, ça c'est au-dessus de Olympus Mons. On a vraiment une déviation énorme dont on déduit l'accélération. Et cette accélération, de nouveau, on la compare à des modèles et on a de l'information sur l'intérieur profond. Et en particulier, est-ce qu'on a une chambre magmatique en dessous de ces volcans ou pas? Donc on peut vraiment avoir de l'information profonde sur Mars en utilisant les sondes spatiales qui sont en orbite. Autre chose, si je regarde
un peu en mécanique céleste ce qui se passe au niveau de la sonde spatiale en elle-même, eh bien, normalement, si Mars est homogène, on a quelque chose qui fait une orbite keplérienne, mais si ce ne l'est pas, évidemment, l'orbite change. Ici, on a une animation qui vous montre ça. Donc, si j'ai une Mars homogène, ronde, bien ronde, qui tourne de manière uniforme, eh bien, la sonde spatiale va faire une orbite keplérienne très très fixe dans l'espace. D'ailleurs, on va voir, voilà, on va regarder, vu de l'espace, comment se présente cette orbite, et on voit que cette orbite est fixe. Mais dès que Mars a des variations de masse, et en particulier quand elle est elliptique, vous allez voir que l'orbite va changer. Donc là, j'ai une Mars ronde, maintenant elle va devenir elliptique. Voilà, voilà ce qui se passe. L'orbite de Mars change dans l'espace. Donc simplement en observant la sonde spatiale dans l'espace et l'orbite de la sonde spatiale, en faisant de l'orbitographie de la sonde spatiale, je peux obtenir des informations sur l'aplatissement de Mars. Et Annie fait ça également sur Terre, où elle observe ce qu'on appelle le J2, donc l'aplatissement de la Terre au départ des satellites en orbite autour de la Terre. Donc on a des informations qui sont des informations globales, de Mars global. Quelle est sa masse? Quels sont ses moments d'inertie? Comment les masses à l'intérieur de Mars sont réparties? Et donc on peut avoir des informations sur l'intérieur de Mars et obtenir des informations sur la structure interne. Et ça, on peut le faire autour de toutes les planètes. Hein. On l'a fait autour de Vénus, on le fera dans le futur autour, enfin on le fait actuellement, ça c'est plutôt les Américains avec Messenger autour de Mercure. Les Européens lancent une sonde spatiale qui part en 2016, qui s'appelle Bepi Colombo, qui sera en orbite autour de Mercure et qui va nous donner des informations sur l'intérieur de Mercure. Même chose pour les satellites de glace. Les lunes qui sont autour de Jupiter ou les lunes qui sont autour de Saturne, elles ont des compositions qui sont semblables à celles de la Terre, avec un manteau, un noyau et une graine. Certaines ne sont pas différenciées. Il y en a, Callisto n'est pas différencié, mais les autres lunes, par exemple de Jupiter, Io, Europa et Ganymède, sont différenciées. Et on a un noyau, un manteau. Donc on peut faire exactement le même genre de choses que l'on fait pour Mars, Vénus et Mercure, et aller retrouver des informations de la Terre, de l'intérieur de ces éléments. Et en particulier, quelque chose dont Annie vous a parlé aussi, c'est les effets des marées. Annie vous a parlé du nombre de Love, donc lié aux déformations de marée de la planète. Eh bien, on a des effets sur la sonde spatiale. Donc les déformations de marée, eh vous allez les ressentir dans la sonde spatiale et dans l'orbitographie de la sonde spatiale. C'est le nombre de Love-K. Eh bien, ce nombre de Love-K, il est différent si la planète a un noyau liquide ou si la planète a un noyau solide. Et donc, on a des informations sur l'intérieur de la planète simplement par orbitographie. Et donc, on peut se poser la question, mais où en est-on dans l'évolution de Mars? On sait que Mars n'a plus de champ magnétique. Son champ magnétique s'est éteint. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas actuellement de mouvement dans le noyau liquide. Mais ce n'est pas pour autant que le noyau n'est pas liquide. C'est simplement qu'il n'y a pas de mouvement. Alors, donc, on pourrait être soit à un moment où on est en train de simplement geler, entre guillemets, parce que c'est 3-4 000 degrés, la graine, mais sans avoir de mouvement, soit on pourrait être juste après l'extinction d'un mouvement lié à des effets thermiques. Donc les gradients thermiques, c'est la casserole qui bout, hein, le gradient thermique engendre des mouvements dans le noyau et c'est eux qui engendrent le champ magnétique. Mais on n'en a plus. Donc on est passé ce stade-là, mais où en est-on? On ne sait pas. Donc on a des indications par le nombre de Love K2 et on pense qu'on serait plus dans le cadre d'un noyau liquide. Mais on ne sait pas du tout où on est dans cette évolution. D'où, évidemment, je reviens à ma rotation. Vous vous souvenez de l'expérience de l'œuf, hein, je vous l'ai montré. Eh bien, un œuf cuit et un œuf non cuit, ils tournent de manière différente. Ici, à gauche, j'ai une Mars cuite et à droite, une Mars non cuite.
avec des variations de l'orientation de Mars dans l'espace. Et regardez bien les variations, donc les fameuses nutations dont on a parlé. Eh bien, ces nutations, pour une Mars cuite, sont beaucoup plus faibles que pour une Mars non cuite, où j'ai vraiment une sorte de résonance qui apparaît et des variations de l'orientation de Mars dans l'espace qui seront visibles depuis la Terre dès qu'on pourra avoir des observations très précises de l'orientation de Mars dans l'espace. Ça, c'est ce phénomène de résonance que l'on voit apparaître à un mode propre de Mars, qui est la nutation libre du noyau, et qui n'existe que si le noyau est liquide, et donc qui apparaît dans les nutations de Mars. Comment est-ce qu'on va répondre à la question concernant l'intérieur de Mars? Eh bien, on va évidemment, un jour, mettre un séismomètre sur la surface de Mars. On va étudier le flux de chaleur, la chaleur qui se dégage de l'intérieur de Mars. Ça nous donnera une idée de l'endroit où on est dans l'évolution de Mars. On va mettre des magnétomètres, mesurer le champ magnétique. Même s'il n'existe pas, il y a un champ induit qui nous permettra d'obtenir des informations précises. Et on va faire des mesures de radioscience, donc le signal radio dont je vous ai montré des simulations tout à l'heure, en mettant un transpondeur en bande X, donc c'est un instrument capable de recevoir et de renvoyer des ondes radio vers la Terre, eh bien on va pouvoir obtenir les variations de la rotation de Mars dans l'espace. Alors la France peut être très fière parce que en 2016, on va envoyer une mission qui est une mission américaine qui s'appelle InSight, donc intérieur, et le sismomètre, donc l'instrument principal de cette mission, est français. C'est Philippe Lognonnet qui est le chercheur principal, il est à l'IPGP, et donc c'est lui qui vous donnera des informations en 2016. Donc voilà, InSight, c'est une reproduction d'une sonde spatiale qui a été lancée en 2007, qui s'appelait Phoenix et qui a gratté la surface du sol martien dans les calottes polaires. On a simplement repris le même design et on a remplacé les instruments en y mettant un séismomètre, une mesure du flux de chaleur et un transpondeur en bande X pour obtenir des informations sur la rotation de Mars. Et donc, on va avoir des informations sur le manteau, sur le noyau et sur la croûte, et même des informations sur l'évolution de la structure interne, la stratification, la densité, les dimensions, l'état physique du noyau, du manteau et de la croûte par tous ces instruments. Alors, la première chose qu'on va faire avec le transpondeur, et la première chose qu'on va voir avec le transpondeur, et on le voit déjà dans les missions actuelles, les Mars Exploration Rovers, Spirit et Opportunity, qui sont actuellement à la surface de Mars, eh bien, par moment, ils sont fixes par rapport à la surface. Spirit a eu sa roue coincée pendant un certain temps. Donc, on a des points fixes à la surface de Mars. On a utilisé le signal radio pour observer la rotation de Mars. Et on obtient déjà des informations. Et quel est le phénomène qu'on voit en premier lieu? C'est celui-ci. Je vous ai dit que la rotation de Mars changeait et qu'on a des phénomènes saisonniers, exactement comme sur Terre. En effet, on a des effets de sublimation et de condensation de la calotte polaire. Mars est penché, donc on a des saisons, exactement comme sur Terre. Donc quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, la glace de CO2 de l'atmosphère vient se condenser dans l'hémisphère nord. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, elle vient se condenser dans l'hémisphère sud. Et donc il y a un phénomène de condensation et d'évaporation du CO2. C'est à peu près un quart de l'atmosphère martienne qui entre en jeu dans ce phénomène. Je rejoue maintenant le petit film. Maintenant, regardez bien la rotation de Mars. Quand la glace vient se condenser au pôle, on tourne beaucoup plus vite que lorsque la glace se sublime dans l'atmosphère, s'évapore dans l'atmosphère. Regardez la rotation, c'est beaucoup plus lent. Maintenant, on revient condensé dans l'hémisphère nord, ça commence à tourner beaucoup plus vite. Et donc, c'est
phénomène de variation de la rotation de Mars sur elle-même qu'on peut déjà voir à l'heure actuelle. Si je regarde un point à la surface, ici de Mars, eh bien c'est un mouvement qui, d'un jour à l'autre, sur un an, ça va passer on va avoir des pics de l'ordre de 15 mètres, donc on voit ça déjà à l'heure actuelle dans les sondes spatiales qui sont à la surface de Mars, et on le voit avec les MER, Mars Exploration Rovers, et on le verra évidemment avec InSight de manière beaucoup plus précise. Ce phénomène, j'ai oublié de le dire, c'est un peu le même que le patineur. Quand un patineur rapproche ses bras sur lui-même, il tourne plus vite que quand il écarte ses bras de lui-même. C'est vraiment ce même phénomène. Donc c'est un transfert de moment angulaire de l'atmosphère vers la planète solide, hein, exactement comme le patineur. Et ça correspond, si je regarde un point à la surface de Mars, ça correspond à des variations qui vont, qui vont pic à pic jusqu'à 15 mètres, donc c'est quelque chose de déjà important. Mais il y a d'autres planètes qui tournent dans le système solaire. Hein. Mars est penché, Mars a une rotation rapide, donc un aplatissement exactement comme la Terre, donc précession et nutation. Et donc finalement, Mars est assez facile à observer. Vénus est plus difficile. Vénus, c'est une planète à laquelle on s'intéresse essentiellement pour son atmosphère et pas pour son intérieur et sa rotation. Mais alors, il y a Mercure qui est particulière. Pourquoi Mercure est particulière ? Parce que Mercure a un très très large noyau. D'accord ? Mais bon, elle est aussi particulière parce qu'elle est proche du Soleil et elle est dans un état d'équilibre où on a 3 rotations de Mercure sur elle-même quand on a 2 révolutions de Mercure autour du Soleil. Donc on a une sorte de résonance entre rotation et révolution. Ici, le petit bonhomme, il était dans une direction, il fait une première rotation, voilà, il est dans cette direction-là, une première révolution, il n'a pas encore fini sa deuxième rotation, elle est là, elle finit sa deuxième rotation, et puis ici, on termine la 3e rotation, et c'est en même temps la 2e révolution. Donc, les directions sont en quelque sorte en résonance. Alors, ça c'est un phénomène qui est typique de Mercure. Ce genre de résonance, on l'a aussi sur Terre, avec la Lune et la Terre, qui sont, on dit, en résonance 1-1, parce que la Lune, elle fait une rotation en même temps qu'une révolution autour de la Terre. Et les lunes de Jupiter et les lunes de Saturne, elles sont aussi en équilibre et en résonance 1-1. Donc une rotation égale une révolution. Ça veut dire que la Lune tourne toujours la même face vers la Terre, ou les lunes de Jupiter tournent toujours la même face vers Jupiter, ou les lunes ou Titan tournent toujours la même face vers Saturne. Alors, il y a un phénomène qui est ce qu'on appelle le phénomène de libration, qui est aussi un phénomène lié aux variations de la rotation de la planète ou de la Lune sur elle-même. Et c'est lui qu'on va utiliser dans ce cas-là. Dans le cas de Mercure ou dans le cas des lunes du système solaire, on va utiliser le phénomène de libration et non plus de nutation. Il est simplement lié au fait qu'on a les lois de Kepler. Si on a une rotation uniforme, par contre, la révolution, elle n'est pas uniforme, puisque la révolution, elle est plus rapide quand on est proche du Soleil que quand on est plus éloigné. Et donc, on a pour Mercure une rotation d'environ 59 jours et une révolution d'environ 89 jours, avec un couple de forces du Soleil qui va agir et qui va faire tourner le bourrelet équatorial de Mercure et le faire changer d'orientation. J'ai aussi une simulation pour ça. Donc si j'ai la direction de la rotation de Mercure sur elle-même, voilà, et la révolution de Mercure sur elle-même, ou de la Lune autour de la Terre, hein. Et puis on a une deuxième révolution. Lorsque l'on est ici plus proche du Soleil, on va tourner plus vite que lorsque l'on est là, et donc on va avoir des variations de cet angle de rotation. Donc ça, c'était sans considérer ça. Maintenant, on va le faire avec une autre direction. Voilà, on se fige ici.
Et voilà, on a, vous voyez, des petites variations de l'orientation, de la direction du Soleil ou de la rotation, d'un point, si on veut, à la surface de Mercure. C'est ce qu'on appelle le phénomène de libration. C'est le même phénomène qui fait qu'on voit la Lune, on voit 58% de la surface de la Lune. La face de la Lune, on ne voit pas 50%, mais de temps en temps, on voit un peu plus son épaule droite, de temps en temps, son épaule gauche. C'est un peu ce phénomène qui est un phénomène de libration. Et ce phénomène de libration, il est d'autant plus grand que le noyau est liquide. Donc, de nouveau, on va regarder les variations de la rotation de Mercure sur elle-même et on va avoir des informations sur le noyau de Mercure. Donc, si le noyau est liquide ou si le noyau est solide, eh bien, on a des variations de ces librations qui sont du simple au double. Et pour Mercure, c'est énorme parce que ça passe de 250 mètres à la surface à 500 mètres à la surface. Ça, c'est un phénomène qu'on voit vraiment, qu'on va voir et qu'on voit déjà avec Messenger. Ici, on a une simulation qui montre donc une sonde spatiale. Comment on fait, hein? Donc, on a une sonde spatiale qui orbite autour de Mercure. Je vais enlever la petite main, voilà, qui orbite autour de Mercure. À bord de cette sonde spatiale, on a un Star Tracker donc, qui permet d'orienter la sonde par rapport aux étoiles. Donc, on oriente la caméra par rapport aux étoiles. Hein, donc, on connaît la position de la sonde, l'orientation de la sonde dans l'espace. Et puis, clac, on va prendre une photo. On va prendre une photo d'un target, hein, quelque chose, un point de la surface. Puis, on va évidemment positionner très fortement, avec une très grande précision, la sonde dans l'espace par rapport à la Terre, en utilisant de la radioscience. Donc, on lui met un système de référence, si vous voulez. Et puis, on se réoriente. Et puis, on reprend une image. Hein, donc, on oriente la sonde. Bon, c'est très schématisé. Hein. On reprend une image, clac, on a de nouveau un lien radio avec la Terre qui positionne la sonde dans l'espace. Donc, on met de nouveau un système de référence. Ben, c'est le même système de référence, hein, c'est l'espace par rapport à la Terre. C'est le même système de référence. Donc, il suffit maintenant de comparer les deux images dans le même système de référence. Et qu'est-ce qu'on voit, évidemment, dans l'espace? Eh bien, les points ont bougé. Et c'est évidemment eux qui sont liés à la libration. Ça, c'est une expérience qu'on appelle l'expérience de rotation et qui met en jeu un ensemble de techniques, donc de la radioscience, la caméra, le Star Tracker, donc un ensemble d'instruments qui permettent d'obtenir la rotation de Mercure dans l'espace. Mais je ne pouvais pas non plus terminer par une note sur le futur. Je peux aussi vous donner des informations sur la rotation de Mercure qu'on a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a un Belge qui est actuellement aux États-Unis, qui s'appelle Jean-Luc Margot, et il utilise les grands satellites, les grandes antennes, de grandes antennes comme ça qui sont des 70 mètres, hein, des antennes énormes de la grandeur d'un champ de football, quoi, donc c'est vraiment énorme. Et donc on observe, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des ondes radio vers Mercure, hein, et puis on reçoit de nouveau les ondes radio, et ces ondes radio, elles sont réfléchies par la surface. Il n'y a pas besoin d'instruments, simplement par la surface. Eh bien, en utilisant ça, puisque Mercure tourne par rapport à l'espace, il renvoie les images, et ces échos vont balayer les grandes antennes qui sont à la surface de la Terre. Un petit peu comme dans les discothèques, vous avez des boules avec des petits miroirs qui renvoient la lumière sur le bord, comme ça, quand elle tourne, elle renvoie la lumière sur le bord de la salle. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, on a la surface qui réfléchit le rayon et qui renvoie vers la Terre, et puis on regarde où le rayon passe, et on voit des variations de la rotation de Mercure. On peut même identifier les variations de la rotation de Mercure, et on a identifié, grâce à cela, que Mercure avait un noyau liquide. Maintenant, on ne connaît pas encore sa dimension, ça on le saura quand on aura les sondes spatiales. Pour terminer, les
les lunes de glace. Bon, évidemment, il y en a une qui est très bien connue parce que l'Europe a déposé le petit Huygens à la surface de Titan, qui est la lune de Saturne. Mais on en a d'autres. Ici, elle est comparée en termes de grandeur à Mercure. Il y en a d'autres dans le système solaire. Il y a Ganymède, Callisto, Io, qui sont des lunes de Jupiter et Europa, pour lesquelles on va avoir une mission qui partira en 2022, qui s'appelle JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, et qui est une mission qui vient d'être adoptée par l'ESA et qui s'intéresse à l'habitabilité de ces bandes de glace, et notamment en dessous de la croûte de ces lunes, il y a un océan. Et donc, tout ce qui est liquide, vous avez très bien vu avec l'œuf ou avec la Terre ou avec Mercure, une couche solide et en dessous de laquelle il y a du liquide, on voit tout ça dans les rotations. On voit ça dans les déformations. Donc tout ça, on va le voir avec la rotation. Et donc, s'intéresser par exemple à Europa, avec ici c'est une image d'Europa où on voit que la surface est constituée de glace en dessous de laquelle on a un énorme océan liquide. Voilà, ici on a un zoom sur la surface où on voit d'ailleurs un phénomène très très joli qui est une forme de cycloïde comme ça à la surface d'Europa et qui est lié en fait aux effets de déformation de marée sur la couche de glace. C'est fabuleux. C'est en fausse couleur, mais c'est quand même magnifique de voir ça. Et de nouveau, comme je vous le disais, un océan liquide en dessous de la croûte, eh bien, on va le voir dans la rotation d'Europe et de Ganymède. Voilà, et je termine ici, et je veux simplement vous dire que la géophysique est un domaine passionnant, la rotation de la Terre et des planètes tout autant, et donc n'hésitez pas à aller voir les sites internet où ces informations sont données, ou à me contacter, ou même à poser des questions dès maintenant. Voilà, merci de votre attention.